Vous êtes pour moi évidemment l'auteur de Turquetto, l'auteur de L'enfant qui mesurait le monde, et puis vous voilà, dans mon historique de lecture, l'auteur de Rachel et les siens. J'ai adoré ce roman, si profond, si moderne. Je ne veux pas parler de son style, pas très... non, simplement pour dire que je l'ai trouvé limpide, simple, précis, et il dit au lecteur que le style, c'est simplement la vie. C'est pas, voilà, c'est juste un style naturel, m'a-t-il semblé, celui que j'aime chez vous. Merci. Sur le fond, je voudrais discuter de 6 réflexions. Et donc, vous donnez 6 phrases pour vous faire réagir, si vous le permettez. Avec grand plaisir. La première, qui me semble transpirer de ce roman, c'est quand même l'amour de votre pays d'origine, la Turquie, et vos interrogations fortes, pour ne pas dire plus, sur les régimes autoritaires qu'il semble générer à souhait et à répétition. Arditi, la Turquie. Situation très difficile. Très, très difficile. Ah, que vous dire? C'est une déchirure. Là. Vous l'aimez encore, ce pays? Comment? Vous l'aimez encore, ce pays? Passionnément. Charnellement. Charnellement. Tout le problème est là. Ce oui. serait si... C'est ce qui est C'est comme avec une femme. si simple si vous ne l'aimiez plus. Comment? Ça serait si simple si vous ne l'aimiez plus. Ouais, ben voilà, ça serait si simple si vous ne l'aimiez plus. C'est ça. C'est comme avec une femme. Si vous l'aimez profondément et qu'elle commet des actes qui vous blessent, vous finirez toujours par revenir vers elle parce que l'amour sera plus fort. Et évidemment que pour moi, la Turquie, c'est aujourd'hui vraiment c'est un déchirement. C'est un déchirement. Pour le pays, un attachement qui est véritablement charnel, c'est l'attachement que l'on éprouve pour la terre où l'on est né. Et il se trouve aussi que pendant les 7 premières années de ma vie que j'ai passées là-bas, j'ai reçu énormément d'amour, pas seulement de ma famille, pas seulement des miens, mais de tous les gens qui étaient autour de moi et qui étaient juifs, grecs, arméniens, turcs, musulmans, chrétiens. J'ai été élevé dans la religion catholique et tenu dans les bras des premières personnes qui se sont occupées de moi, parce que ma mère avait préalablement perdu un enfant, et donc elle avait beaucoup de difficultés à se responsabiliser de la tâche de m'élever. Et donc les premières personnes qui m'ont longtemps tenu dans leurs bras, c'était des femmes turques, musulmanes, qui m'ont adoré et qui m'ont inondé d'amour. Donc c'est très difficile. Ça transparaît vraiment dans le livre, hein. Ça transparaît mais très oui, clairement. C'est impossible de ne pas aimer passionnément ce pays. Et ce pays, évidemment, comme tous les pays du monde, n'est-ce pas, a sa dose de faux pas. C'est comme ça. Ça s'est passé. La situation que je décris en 1942-43 avec le Vardık-Belgesi, cet impôt inique sur la fortune appliqué de façon massive et très cruelle. Surtout mécanique, hein, quoi qu'on dise. C'était aussi à une époque où d'autres grands pays commettaient pire encore. Oui, bien sûr. Et si les autres pays, on les aime quand même, je veux dire, voilà. En tout cas, ça transparaît, cet amour de la Turquie qui reste transparaît dans le livre. C'est ma première réflexion. Ma deuxième,
Ça m'a renvoyé au Turquetto, ce peintre qui est à la fois catholique, juif, ottoman. Hein. Et donc, cette idée que la fraternité, voire la mixité, voire la fusion des races et des religions, est finalement la seule voie de la paix et de la vie. C'est peut-être la leçon principale, une vie dont je reviendrai qui est difficile, mais c'est quand même C'est ça que vous écrivez et c'est un peu la suite du Turquetto. c'est effectivement quelque chose qui est paradoxal, euh, parce que on peut être très attaché à une religion, euh, on peut beaucoup l'admirer, on peut y adhérer. Euh, Moi, il y a des pans de la religion juive auxquels j'adhère complètement, qui ne sont pas, c'est pas tellement la Bible que plutôt la partie plus mystique, plus poétique, plus secrète, le Midrash, la Kabbale, le Talmud, Ouais. qui ne sont pas dogmatiques. La Kabbale est tout sauf dogmatique, c'est une grande poésie. En même temps, et je ne suis pas croyant, c'est-à-dire je ne crois pas en la révélation. Et en même temps, je peux le dire, je l'ai dit souvent, moi j'adhère par exemple complètement à la démarche christique. La démarche de Christ, j'y adhère totalement. Euh, mais je ne me retrouve pas dans la révélation. J'ai mes propres explications. Euh, mais au final, euh, comment est-ce que je vois la chose? Eh bien, ce sont des maisons. Ce sont des maisons dans lesquelles chacun qui est euh, honnête, simplement honnête, peut entrer et il y trouve ce qu'il y trouve et sa responsabilité d'être respectueux, comme quand on est invité chez quelqu'un. Et il y a telle maison et puis telle autre et telle autre. Et si on est convié dans ces maisons ou si le hasard fait qu'on pousse la porte, eh bien, il y a quelque chose toujours de beau à trouver là-dedans. Euh, voilà, moi je me sens à l'aise totalement. Partout. Oui, oui, je peux le dire. Mm. Je peux le dire. Ouais. Un mot plus proche du livre, ce drame israélo-palestinien depuis son origine, vous décrivez bien son origine. Je ne sais pas si c'est l'effet du Brexit, vous tapez bien sur les Anglais quand même avec la déclaration de Balfour. Il y en a eu Cela, je dois de, dire, de ça me faux reste quand même à travers la gorge. Ça c'est vrai. Et donc, ce qui est Et intéressant dans le livre, c'est qu'on le- voit bien l'origine de ce conflit israélo-palestinien et vraisemblablement l'impossibilité d'une solution, puisque chacun croit être dans son bon droit, chacun croit être le premier occupant, comme depuis 2000 ans, euh, et impossibilité d'une solution en dehors d'un pays multisocial, multireligieux, multiracial, mais avec l'échec du mouvement qui avait essayé de le bâtir dans les années 20. Donc, c'est pas très, c'est pas très optimiste. c'est c'est terrible. C'est terrible parce que quand il est arrivé en Palestine, Martin Buber, c'était un des plus Oui, grands philosophes du XXe siècle, l'inspirateur de Lévinas, celui qui a écrit Je et tu, enfin des choses absolument merveilleuses. Quand il arrive à ce moment-là, c'est aussi le moment où commencent à arriver les aliyas des juifs allemands, oui, pas seulement des Ashkénazes. J'entends par là ceux qui venaient de pays où ils étaient vraiment extrêmement maltraités, la Roumanie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne. Ça, c'était un peu avant. Dans les années 20, il y a un certain nombre de juifs allemands qui sentent la montée du nazisme et qui viennent en Palestine, dans les intellectuels. C'était très compliqué pour ces gens-là qui ne voulaient au fond qu'une seule chose, c'est qu'on leur fiche la paix en tant que juifs, qu'ils puissent oui, vivre normalement. Pour ces gens-là, c'était extrêmement compliqué à l'époque, dans les années 20, où il y avait déjà un certain nombre de troubles qui avaient éclaté avec les nationalistes palestiniens. C'était très compliqué de leur dire vous allez partager. Eux, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Et puis, il y avait aussi, il faut le dire,
une différence de culture. Moi, je m'empresse de dire qu'on se focalise beaucoup sur la culture parce que c'est évidemment ce qui apparaît. Ce n'est pas, à mes yeux, l'essentiel. L'essentiel, c'est la civilisation. Et on ne peut mesurer la civilisation d'un peuple qu'à l'aune d'un seul critère. Et c'est sa manière de traiter l'autre peuple. C'est ça, être civilisé. Ce n'est pas connaître. Ça paraît bien dans votre écrit. Voilà, c'est ça, être civilisé. Alors, il y avait des gens qui étaient extraordinairement civilisés et qui étaient habitués depuis des siècles à vivre dans le cadre d'une société plurielle. Oui. Et ça, c'est un signe de civilisation. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens cultivés au sens occidental du terme, puisque, on le sait bien, il y avait des taux d'analphabétisme gigantesques, encore très récemment en Turquie. Mais à cette époque-là, au début du XXe siècle, partout en Orient, on le sait, mais ils étaient civilisés. Et sont venus des gens qui étaient très cultivés, les plus cultivés d'Europe, ce qui n'a pas empêché non plus l'Allemagne de sombrer dans le nazisme. C'est quand même la preuve qu'il ne faut pas s'accrocher à la culture, il faut s'accrocher à la civilisation. Ça ne garantit pas un monde fabuleux. Je vais rentrer un peu plus dans le livre avec l'idée qui paraît transpirer, que l'amour qui dérange, qui domine tout, l'amour qui s'impose dans la vie d'une femme, jusqu'au mensonge, jusqu'à la trahison. Finalement, vous trouvez ça pas mal. Je trouve que ça nous met en paix avec le fait que nous sommes des êtres humains et pas des machines. Et qu'il y a la raison et puis il y a la passion. Et la raison, par rapport à la passion, je dirais que c'est comme une coque de noix sur la mer, n'est-ce pas? C'est rien, la raison. La passion est infiniment plus forte, plus puissante. Et donc, voilà, elle est là et c'est ce qui fait de nous des êtres humains et pas des robots. Alors là, elle est vraiment humaine. Humaine, trop humaine, parce qu'elle y va fort. C'est ça. Humain, c'est le mot de Nietzsche. Humain, humain, oui. Humain. Exactement. Exactement, c'est ça. Alors, évidemment, comme on dit, elle sort des clous, n'est-ce pas? Ah, c'est clair. C'est clair, mais je vais y revenir. Parce que dans votre livre, mais c'est parce que vous êtes un vrai écrivain, un vrai littérateur, on le voit, elle croit aussi à la force de la littérature par le théâtre. Oui. Hein, elle croit que ça va changer le monde. Elle croit qu'elle va y arriver. Oui. Et vous n'y croyez pas? Ah, moi, j'y crois beaucoup parce que… Voilà, je vous interpelle un peu violemment. Oui, oui, bien sûr. Parce que, si vous voulez, le théâtre, il joue le même rôle que le roman, mais en plus incarné. C'est-à-dire que vous voyez le personnage, si la pièce a du sens, si elle est bien faite, ce personnage, c'est vous, vous vous y retrouvez. Et en même temps, ce n'est pas vous. C'est-à-dire que vous avez à l'égard de ce personnage, c'est-à-dire à l'égard de vous-même, une capacité d'analyse et de distance que vous n'avez pas normalement à l'égard de vous-même. Et ça, c'est une grande force. Et c'est le grand apport du théâtre que de vous transformer le temps de la pièce, si bien que lorsque vous quittez la salle, vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Parce que vous vous êtes vu… Vraiment, c'est ces 2-3 pièces qu'elle fait, là, que vous décrivez, notamment la dernière, dans laquelle l'actrice collaborationniste de l'époque, ou collaboratrice, hein, joue et vient. C'est la force de la littérature, du théâtre, que vous nous dites. C'est oui, la dernière pièce, Madame Zeina et Monsieur Mordechai. Madame Zeina, Madame Zeina l'arabe est jouée par sa sœur adoptive Ida, qui est ashkénaze. Hein, et puis, un mot sur Rachel quand même.
Oui, la manière de conduire sa vie, finalement sa générosité qui efface toutes les erreurs, toutes les fautes, toutes les trahisons, toutes les compromissions, sa persévérance, son indépendance. C'est aussi, me semble-t-il, cette ode à la vie, quoi. Hein. c'est Vie ta vie. Je cherchais à me rappeler une chose. Voilà, c'est Cocteau qui disait, ouais, c'est toi et sois toi-même. oui. C'est un peu cette Si vous, assurance qu'on est mieux quand on est soi-même, même si on fait des bêtises. si vous vous souvenez, à un moment donné, elle est interviewée par un journaliste à Londres qui a Oui, suivi sa carrière. C'est Jack Masry, le personnage. Il a suivi sa oui, carrière et il lui dit, vous êtes une femme forteresse. Et il lui répond, oui, mais une forteresse de cendres. de cendre, De de cendres. cendre. Et pour moi, c'est Oui, l'image de la résistante. Rachel, c'est une résistante. d'accord. C'est la compagne de Jean Oui, Moulin. oui. Et Moi, ça me faisait penser, ouais, ça, la, la cendre c'est pour ça qu'on vous a choisi dans notre prix. je suis honoré de ça, je suis ému, plus ému qu'honoré, parce que tout ça est évidemment, comme vous le voyez, très Hein, important. c'est pour ça qu'on. Oui, oui, non, mais c'est évidemment très important. Je cherche cette petite phrase de Cocteau qui dit: ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, Rachel aussi. Ma foi, elle fait ce qu'elle peut, mais en tout cas, euh, elle ne cède pas à la lâcheté. Elle résiste, elle est là, c'est la forteresse. Peu importe le prix à payer, elle va de l'avant. Et d'ailleurs, vous l'avez construite physiquement comme ça, une Oui. femme un peu forte mais belle, et belle. C'était impossible de l'imaginer sous d'autres traits. Elle a à la fois la grande beauté dans son visage et la puissance dans son corps. Et ce corps, qui est puissant, qui est beau, n'est pas un corps séducteur. C'est un Mais corps c'est un corps qui est présent. beau. Il est beau, il est là. Et Alors, du reste, le vous François Xavier, voyez il y sera. combien j'ai aimé ce livre. Comment? Vous voyez combien j'ai aimé ce livre. Je, Vous le, voyez combien j'ai aimé ce livre. J'ai je essayé le d'y sens. rentrer dedans. Je suis Euh, très sensible, croyez-moi. de temps en temps, je fais des présentations de livres et qu'est-ce que j'aimerais avoir une présentation publique de votre livre avec vous un de ces jours quand le Covid nous libérera. Ah, Mais le jury Montluc vous a donc retenu dans ces 5 finalistes et vous avez expliqué pourquoi. Parce que cette femme, c'est la résistance, c'est cette ça. femme, c'est la vie droite, c'est la vie, c'est la vie. Hein, voilà. C'est Alors, la vie, c'est la euh, résistance et c'est aussi, comment dirais-je, une loyauté à des principes, n'est-ce pas? ouais, C'est une loyauté à des principes. Euh, il y a une expression en allemand qu'on dit pour un homme, n'est-ce pas? Quand un homme est vraiment droit comme ça, on dit c'est un mensch. Il n'y a pas la même expression pour des ouais. femmes, c'est dommage. Mais bon, on hérite de ce qu'on peut. Mais elle est un mensch dans Et ce. donc, elle est là, elle est là. Elle est là, exactement. Donc, le jury vous a retenu et Anne,